Alors, notre première communication de l'après-midi s'intitule Piloter le changement dans le développement des cours en ligne, une approche pour assurer le succès. Cette présentation sera faite par deux personnages importants du Nouveau-Brunswick, on va dire Dany Benoît, Olivier Chartrand de l'Université de Moncton. Dany Benoît, œuvrant dans le domaine du e-apprentissage depuis plus de 18 années. Dany occupe le poste de directeur du développement académique à l'éducation permanente de l'Université de Moncton depuis janvier 2011. Auparavant, il a été gestionnaire, coordonnateur du groupe des technologies de l'apprentissage pour près de 12 années et directeur de projets de recherche en e-apprentissage en collaboration avec le Conseil national de recherche du Canada et des entreprises canadiennes. Il est également un membre actif et engagé auprès du REFAD depuis de nombreuses années. Olivier, pour sa part, est natif du Québec dans une petite ville qu'on appelle La Tuque. Il a grandi dans plusieurs provinces, dont le Québec, Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Et ensuite, à l'Université de Moncton, il a complété son baccalauréat en éducation et il a terminé sa maîtrise en orientation. Depuis 2010, il occupe le poste d'agent de développement de l'enseignement à distance à l'éducation permanente de l'Université de Moncton. Il travaille au développement académique, au développement des partenariats pour la formation à distance. Il voit aux stratégies et à la mise en œuvre des projets de l'équipe de coordination et d'ingénierie pédagogique. Il gère le bon fonctionnement des cours offerts à distance par l'éducation permanente, tant au secteur privé qu'au secteur du perfectionnement professionnel. Et en plus d'être membre du réseau d'enseignement francophone à distance du Canada, il est vice-président du conseil d'administration de l'Association canadienne d'éducation des adultes des universités de langue française, qu'on appelle l'ACDOF. Olivier est passionné par sa petite famille, la musique, plusieurs sports, des activités de plein air, et il croit à tout l'équilibre possible dans la vie, le travail et la famille. C'est merveilleux. Que peut-on dire de plus? Alors, messieurs, je vous laisse la parole pour 35 minutes. C'est pas moi qui ai inventé ça, hein? Merci, Lise. Alors, bon retour du dîner. J'espère que vous avez bien mangé. Piloter le changement dans le développement des cours en ligne, une approche pour assurer le succès. On ne prétend pas avoir tous les ingrédients à l'Université de Moncton, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on œuvre dans le domaine. J'ai avec moi, évidemment, Olivier Chartrand, qui est avec nous depuis plusieurs années, qui a mis en place des stratégies importantes au niveau de l'encadrement des cours. Donc, je suis chanceux qu'il puisse m'appuyer aujourd'hui dans la présentation. Je ne vais pas vous faire un long historique de la formation à distance à l'Université de Moncton, mais un peu le plan de la présentation aujourd'hui, c'est faire un bref historique de la formation à distance, parler un peu des 5 éléments clés pour assurer le succès dans la gestion du changement, des bonnes pratiques, des enjeux, des témoignages qu'on a recueillis aussi auprès des professeurs, des enseignants, des équipes de développement. Puis, on pourra conclure avec un petit mot de la fin, puis répondre à des questions si vous avez des questions. Donc, comme je disais, un historique, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je pense que c'est important de noter où on est passé à l'Université de Moncton en termes de formation à distance. Dans les années 80, comme beaucoup d'universités, écoles et collèges ici dans la salle, on est passé par des cours par correspondance, des cours télévisés. Excusez-moi. Euh, Évidemment, vers la fin des années 80, l'université, on a adopté des technologies émergentes à ce moment-là, la vidéoconférence, avec tous ses avantages, mais surtout ses défis à ce moment-là. Donc, on utilise d'ailleurs à ce jour encore la vidéoconférence pour beaucoup de nos cours. C'est vers la fin des années 90, je dirais 99-2000, qu'on a adopté notre premier SGCA, un système de gestion des contenus d'apprentissage qu'on connaît aujourd'hui sous les Blackboard, Moodle et tout le reste. À ce moment-là, on avait adopté une technologie d'une compagnie locale qui l'avait développée, qui s'appelait Theorix. Et on a œuvré avec cette technologie-là jusqu'en 2005, à peu près. Mais c'était évident qu'à ce moment-là, les grands géants de ce monde, les IBM, les Blackboard et tout le reste, il y a eu une consolidation dans l'industrie, puis on a dû adopter une autre solution. En 99, on a développé nos premiers cours en ligne, cours de nutrition, par exemple, qui étaient, jusqu'à l'an dernier, encore utilisés sous sa forme de 99. Donc, les contenus étaient bons, mais le contenant, il fallait l'actualiser et on l'a finalement fait l'an dernier. On a développé des cours dans divers domaines également à ce moment-là. En 2005, on a dû adopter un deuxième SGCA. À ce moment-là, c'est intéressant parce que Blackboard et WebCT et tout le reste, il y avait beaucoup de solutions. D'ailleurs, j'étais sur le comité qui faisait l'évaluation et la sélection d'une solution. Et à ce moment-là, on avait répertorié 200 solutions dans l'industrie qui géraient des contenus d'apprentissage. C'était une immense tâche.
Heureusement pour nous, les francophones, lorsque j'ai ajouté le critère français, ça diminue de 200 à 25. Fait que ça a allégé un peu notre tâche de choisir des solutions. Et lorsqu'on a rajouté d'autres critères, on est arrivé à 8 assez rapidement. Et à ce moment-là, les 8, il y avait Blackboard, WebCT. Moodle était dans sa forme très, très, très jeune de solutions open source. On parlait juste du open source à ce moment-là, au début. Et on est arrivé à la conclusion que pour nous, Desire to Learn, à ce moment-là, qui est maintenant Brightspace, était la solution. Et d'ailleurs, on l'utilise encore à ce jour avec ses défis, mais aussi ses succès. On a beaucoup de succès avec cette plateforme-là depuis 2005. En 2007, un autre moment marquant, on a lancé notre premier programme entièrement en ligne, le MBA, qui à ce jour est le programme de deuxième cycle à temps plein ou à temps partiel le plus populaire à l'université, qui génère le plus d'inscriptions. Donc ça a été un succès. On a développé des cours de français langue seconde. Et d'ailleurs, l'an dernier, on a dépassé, on offre à la fois nos cours de français langue seconde en ligne et en classe, et il y a eu un croisement, c'est-à-dire qu'on a plus d'inscriptions dans nos cours en ligne que nos cours en classe. Donc, apprendre une langue seconde, maintenant, la distance n'est plus vraiment un facteur. On peut dépasser ça. En 2009, Olivier est arrivé, puis on a commencé à mettre en place la stratégie d'encadrement parce que à ce moment-là, c'est aperçu que c'est pas juste de développer des cours, c'est lorsqu'on les offre, il faut avoir un accompagnement pour les professeurs, pour les étudiants, pour le personnel qui est associé à la livraison des cours. 2009 à 2012, on a créé des cours dans divers domaines, mais je dirais qu'il y a eu un gros ralentissement à l'université. On avait des cours ici et là, mais il n'y avait pas beaucoup de financement dans cette période-là disponible. On était un peu perdus. Puis, c'est vraiment en 2013, on l'a mentionné ce matin, Jean-Jacques, mon directeur l'a mentionné, on a fait un virage numérique. Et c'est un peu là-dessus qu'on veut parler aujourd'hui. Donc, j'ai fait l'historique, mais c'est un peu sur le virage numérique. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, le virage numérique, pour nous, la première chose, c'est de dire, ben OK, on développe des cours, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on génère des inscriptions? Est-ce qu'on peut attirer des étudiants? Et on s'est vite aperçu que c'était préférable d'avoir une approche par programme. Donc, tout de suite, on a décidé, on va travailler par programme. Si on crée un certificat en toxicomanie, il va être entièrement en ligne. Pas juste 2 cours ou 3 cours, on va le développer au complet. Fait que ça, c'était une des premières décisions qu'on a prises au niveau du virage numérique, c'est de développer des programmes en entier complètement à distance. On a aussi on a vite remarqué, on en a parlé beaucoup ce matin, la technopédagogie, le rythme à lequel ça avance, ça change. Vous pouvez témoigner aussi en l'espace de 20 ans, les technologies au niveau des systèmes de gestion de contenu d'apprentissage, ça a beaucoup évolué. Donc, on a dit, ben, il faut assurer une veille technologique. Et là-dessus, on travaille justement avec le groupe des technologies d'apprentissage. On se tient à jour sur les technologies émergentes, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans nos cours. Standardisation et optimisation. Il faut pour nous que le premier cours qu'un étudiant suit dans son MBA ressemble au dernier cours qu'il va suivre dans son MBA et que le niveau de qualité soit le même parce qu'en bout de ligne, on en a parlé ce matin, la compétition est là, on est tous là, mais il y a les Google de ce monde, il y a le privé et il faut que nos cours soient de qualité parce que l'étudiant paye un montant significatif pour une éducation à l'université et il faut que les cours, la qualité soit là. Donc ça, c'est une des décisions qu'on a prises très tôt. Évidemment, Olivier, partenaire stratégique, c'est une autre chose qu'on a misé dessus, c'est de dire qu'on ne peut pas tout faire non plus. Et on a décidé de créer des partenaires stratégiques, justement, avec l'Université de Montréal, c'est un bon exemple, avec Violaine, dans le cadre d'un certificat en toxicomanie. On a créé un partenariat et on échange à plusieurs niveaux, au niveau des contenus, au niveau des ressources, au niveau des bonnes pratiques. Donc, ça fonctionne pour nous dans ce contexte-là. Puis, un autre bon exemple, c'est avec l'Université Bretagne-Sud à l'international en France. Olivier va en parler un peu plus tard au niveau de ce partenariat-là. Et conception pédagogique, contrôle de qualité, on travaille évidemment avec le GTA, mais on a aussi des concepteurs pédagogiques chez nous qui travaillent de pair avec les experts de contenu, qui les rassurent, qui les accompagnent. Et le contrôle de qualité, c'est pas juste au niveau linguistique, c'est au niveau du contenant, c'est-à-dire de l'esthétique du cours, au niveau de la navigation, au niveau de la convivialité, au niveau de l'expérience. Donc, on gère le processus de contrôle de qualité. On ne le fait pas tous. On travaille avec les différents intervenants pour s'assurer que le contrôle de qualité est fait à tous ces niveaux-là. Donc, c'est un peu ça là, pour nous, le virage numérique. Et lorsqu'on faisait un peu la préparation de notre présentation, moi et Olivier,
on est tombé sur cette dame-là, Madame Lippitt, qui a développé un modèle. C'est une professeure de la South Florida University spécialisée dans l'implantation du changement, le leadership dans le changement, puis la gestion du changement. Et son modèle, c'est basé sur 5 éléments ou 5 ingrédients, comme qu'elle l'appelle, qui concernent la vision, les compétences, les méthodes, les ressources, puis les incitatifs. Là, j'y vais un peu plus en détail, puis je passe la parole à Olivier par la suite. Son cadre conceptuel, c'est que ça prend une vision, ça prend des compétences, ça prend des ressources, ça prend les méthodes, ça prend les incitatifs pour avoir des résultats. Si on regarde le modèle à l'écran, si on a les compétences, les ressources, les méthodes, les incitatifs, mais qu'on n'a pas une vision, ça peut créer une certaine confusion. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça prend la vision au départ. Si on a la vision, mais qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas les ressources, les employés pour développer cette vision-là, mais qu'on a les ressources et tous les méthodes et les incitatifs, ça peut créer une certaine frustration. Les gens se sentent débordés ou se sentent mal équipés, peut-être pas compétents pour atteindre les objectifs. Le troisième, c'est un peu, si on a la vision, les compétences, les méthodes, les incitatifs, mais qu'on n'a pas les ressources informatiques, financières et tout ça, ça peut fonctionner, mais ça va créer un changement beaucoup plus lent. Ça peut prendre plus de temps. Il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu, mais ça peut créer un changement plus lent. Ensuite, si on a la vision, les compétences, les ressources, mais qu'on n'a pas qu'on a les incitatifs, mais qu'on n'a pas les méthodes, quand je travaillais au GTA avec l'équipe du GTA qui est ici, je disais souvent qu'on a beau avoir les meilleurs employés, puis les meilleures technologies, mais si on ne peut pas travailler ensemble, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça prend les méthodes aussi, parce qu'on peut créer des faux départs. On peut créer une condition où les gens ne savent pas vraiment comment travailler ensemble, puis ça fait une gestion plus chaotique. Finalement, vision, compétences, ressources, méthodes, mais qu'on n'a pas des incitatifs. Puis incitatif, ce qu'on veut dire, c'est what's in it for me? On dit en anglais, qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que ça me donne comme enseignant, comme professeur, comme expert de contenu? Monsieur Pierre-Marcel Desjardins l'a bien expliqué ce matin. Pourquoi je ferais ça? C'est le pourquoi un peu qu'il faut déterminer. C'est de donner des conditions, des incitatifs pour l'aider à comprendre son rôle, puis qu'est-ce que ça lui donne, puis c'est quoi les avantages, puis et tout ça. Donc, si on n'a pas les incitatifs, ça peut créer une certaine anxiété. Les conventions collectives arrivent en jeu. On en a parlé ce matin un peu, là, ça peut créer du changement très lent aussi. Donc, le modèle de Mme Lippitt, c'est vraiment, ça prend ces 5 ingrédients-là pour créer des conditions qui créeraient des bons résultats. Piloter le changement, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire à l'éducation permanente? Que voulons-nous accomplir pour les prochaines années? Je vais laisser Olivier parler un peu de où on est passé puis où on s'en va. Merci, Danny. Alors, M. Benoît s'assoit et moi, je me lève debout. Puis je vous invite, tout le monde, de vous lever debout aussi. On est les chanceux d'avoir une conférence après le dîner, puis je trouve que c'est un bon temps pour se dégourdir. En même temps, je vais... Oui, c'est ça. On peut même lever les bras dans les airs. Et là, à 3, vous chatouillez votre collègue de gauche, non? Ou de droite. Les gens à distance, c'est bien important que vous le faites aussi, parce que on vous voit pas, mais vous êtes là. Merci tout le monde. On est dans cette période ici, l'après-midi, où est-ce qu'on est peut-être un petit peu endormi. Je vais tenter de faire de mon mieux de mettre de l'énergie un petit peu dans la salle, puis vous raconter finalement, comme Danny a très bien commencé, vous raconter un petit peu où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, et par rapport à la gestion du changement, qui est quelque chose. Puis je félicite le REFAD d'avoir choisi ce thème-là. Je trouve que c'est tellement agréable d'en parler, même si c'est toute une thématique. On a parlé un petit peu de la vision. Bien, en 2012-2013, on a élaboré un plan de développement avec la haute direction à l'Université de Moncton et ça a été vraiment aussi un élément bien important dans le virage numérique. C'est ce qui a un petit peu solidifié un petit peu nos objectifs, nos mesures et surtout d'informer l'université, les facultés de où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on voulait aller. Les experts, les professeurs des facultés, ce qu'ils nous demandent et ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent qu'on se rende, c'est dans l'accompagnement, c'est dans la collaboration, d'informer les gens, de pouvoir les soutenir, de pouvoir les accompagner. L'innovation pédagogique, c'est une vision évidemment en soi.
Les programmes offerts entièrement en ligne, bien, il y a eu un temps où est-ce qu'on développait des cours ici et là, les cours populaires, on les mettait en ligne en pensant qu'on allait chercher peut-être d'autres clientèles, mais là, on regarde vraiment à offrir des programmes offerts entièrement en ligne. On en nomme quelques-uns. Le Toxicomanie, c'est un bel exemple. On travaille très fort en collaboration avec la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal, mais il y en a d'autres aussi. Puis, et ça donne une belle vision aussi parce qu'on bâtit des structures pédagogiques, des approches pour les programmes offerts en ligne. Les services d'encadrement, ça fait plusieurs années qu'on y travaille, mais là, tout d'un coup, oups, on a plus de cours offerts en ligne et ça ajoute un défi au service d'encadrement parce qu'il y a plus de cours, plus de soutien nécessaire, plus de services à la clientèle. L'actualisation des cours. Une fois que les cours sont montés, après quelques années, il faut les mettre à jour. Donc, ça fait partie de la vision. Donc, comment on veut mettre les cours à jour? Comment on s'y prend? Quelques éléments. Évidemment, il y en a bien d'autres, mais je pensais partager des éléments un petit peu plus concrets. Les incitatifs, ça c'est intéressant. Danny en a parlé un petit peu. What's in it for me? Bien, ça c'est une très bonne question parce que comme employé à l'éducation permanente, comme expert dans un cours en ligne, comme professeur, comme chargé de cours, ça peut être même comme un graphiste, on a besoin d'être accompagné individuellement, mais aussi en équipe. Puis, je trouve que lorsqu'on se met ensemble, qu'on fait face aux défis, qu'on décide comme équipe de faire la résolution de problèmes de façon créative, ça devient fort agréable. Et c'est là justement où est-ce que les incitatifs deviennent pertinents, parce que les gens sentent qu'ils peuvent apporter leurs compétences et repartent avec un bon feeling. La progression et l'incertitude positive, mais c'est de continuer, malgré qu'on a l'impression des fois que c'est pas toujours clair et dépasser un petit peu l'incertitude, c'est pour ça qu'on appelle ça l'incertitude positive. Je remarque d'en parler aussi de ce phénomène-là, ça apporte les gens à prendre confiance. Leadership partagé, ça, j'y tiens beaucoup. Je pense qu'on y tient comme équipe. C'est de pas seulement avoir une personne qui prend les décisions, mais que, évidemment, ce soit une décision d'équipe, qu'un coordinateur pédagogique, qu'un concepteur pédagogique, même un chef d'équipe au niveau du graphisme ou même juste tout simplement un graphiste puisse prendre une décision puis qu'on puisse valoriser ça comme une décision importante dans un projet. Communauté de pratique, je vais en parler un petit peu plus tard tout à l'heure. Ça, c'est bien parce que ça permet aux gens de rencontrer d'autres personnes qui font un peu le même boulot et ça redonne un bon esprit de confiance. Apprécier ce qui se fait ailleurs, comme un des directeurs d'éducation permanente, André Blanchard, me dit « Ah, c'est important de sortir du bureau des fois et d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. C'est bien important. » Communauté de pratique. J'ai fait un petit collage de photos. C'est tout simplement pour vous montrer que communauté de pratique, on est en train de mousser un petit peu à l'éducation permanente certaines approches, voir comment on peut aller chercher l'engagement des gens, la participation dans une communauté de pratique liée à l'ingénierie pédagogique, à la conception pédagogique. Et là, on a déjà une vingtaine de personnes, 5 institutions, dont l'Université Bretagne-Sud. En fait, ça a commencé avec l'Université Bretagne-Sud de bâtir des liens entre concepteurs pédagogiques et là, européens, canadiens, c'était fort intéressant. Et là, on a élargi avec l'Université du Québec à Chicoutimi, il y a des gens de l'Université de Montréal, il y a des gens aussi un peu partout, même à l'interne ici, le groupe des technologies d'apprentissage que je joins à nous pour justement partager et collaborer, partager des réflexions. On s'est entendu ensemble jusqu'à date sur des objectifs communs. Et ça, c'est la base. Les gens se sentent un peu entendus, compris, on s'entend. Ensuite, on a même déjà fait un remue-ménage d'outils pédagogiques qui appuient la pédagogie, qui appuient des listes de technologies, excusez-moi, qui appuient la pédagogie. Là, ça a été fort intéressant. On a vite découvert que, comme individu, on ne connaît pas tout, mais comme groupe, là, on peut élargir là, nos partages. On a aussi, on est à nos débuts, mais on veut bâtir un guide de bonnes pratiques en conception pédagogique. Je pense que c'est le point fort en ce moment, c'est ce qui stimule le plus la communauté, parce que chacun vient placer dans un document collaboratif à une vingtaine de personnes ses bonnes pratiques. Puis, et je crois qu'il y a quelque chose de vivant là-dedans qui va rester, qui va demeurer, puis qui va permettre aussi à n'importe quel employé chez nous, lorsqu'il va arriver en conception pédagogique, de fouiller un peu sur les traces de qu'est-ce qui a été réfléchi jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été partagé. On a demandé à quelques professeurs et experts de contenu, d'après votre expérience, qu'est-ce qui fait une différence au niveau de l'accompagnement pour le développement d'un cours offert en ligne? C'est quoi les principaux indicateurs?
Tout récemment, j'ai posé la question à des experts, soit de vive voix, par courriel. On a même lancé un petit sondage avec un tableau. Puis, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ce qui était important pour eux, les indicateurs, c'était le partage de conseils constructifs, l'ouverture d'esprit. Quelqu'un m'a dit dernièrement, c'est d'aller au-delà du soutien technique. Lorsqu'on accompagne un expert, c'est de partager des conseils qui ne sont pas nécessairement au niveau des technologies, mais des approches, des expériences de vie, des façons de faire, puis pour finalement développer une expérience d'apprentissage en formation à distance. Je vois souvent des professeurs qui arrivent au début d'un projet puis qui me racontent en classe, ceci, ça marche, ça va bien. Quand je me retrouve en ligne, je me sens désoutillé, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc, comment transférer cette énergie-là d'un professeur, d'un chargé de cours, d'un expert euh, qui vit son plein potentiel en classe et qui pourrait aussi le vivre dans un cours en ligne? Il y a là, comme j'ai écrit en bas, le développement de compétences. D'appuyer ces gens-là sans jugement aussi, parce que de prendre les gens où ils sont. L'accompagnement, c'est un peu ça. Il y a des experts qui nous arrivent qui ont énormément d'expérience, tandis que d'autres sont à leur début. De prendre les gens où ils sont, puis lorsqu'ils voient qu'on les accompagne à partir de leur niveau, c'est très apprécié. J'ai quelques sondages comme ça dans ma présentation. En fait, il y en a 3. C'est pour vous donner un petit peu la réponse concrète dans leurs mots, comment les gens nous expliquent leur réalité. Pour revenir maintenant sur les ressources. Vous voyez, là, je reprends un petit peu le tableau, le concept que Danny a présenté tout à l'heure. On est rendu aux ressources. Qu'est-ce que c'est les ressources? Bien, c'est des outils. Mais les outils, j'ai remarqué dernièrement que c'est surtout pour favoriser l'attention des étudiants, pour favoriser l'interactivité. Donc, essayer de trouver des concepts derrière l'outil. C'est la pédagogie d'abord. Donc, quelle technologie qui va réussir à mieux appuyer le concept qu'on veut faire vivre aux étudiants? Lorsqu'on gère des projets aussi, bien, c'est d'arriver à trouver des outils qui permettent une collaboration à son plein potentiel dans un grand nombre de dossiers. Je ne vous le cacherai pas, on vit une croissance. Puis moi, un des chocs que j'ai eu, c'est tout d'un coup les dossiers triples. Donc, comme équipe, des fois, on réalise, il faut changer un petit peu notre façon de travailler, de discuter des dossiers, d'optimiser, de se répartir les tâches. Les gens sont plus au courant de tous les dossiers. On est tout d'un coup spécialiste dans quelques zones des dossiers, puis on contribue dans son ensemble à faire avancer tous les dossiers. Donc, ça fait partie du changement. Changer un petit peu la perspective, sortir un peu de la boîte pour voir qu'est-ce qui se passe. Et la communication d'abord. Je pense qu'on se répète depuis ce matin, je pense que ça revient. c'est de maintenir du mieux possible la communication. Maintenant, pour les compétences, bien, je pensais donner quelques idées par rapport à ça, parce que lorsqu'on parle de compétences dans la gestion du changement, on parle souvent d'aller chercher des nouvelles compétences ou de redécouvrir ou de rebâtir certaines compétences. Tout à l'heure, je parlais du service d'encadrement. Mais en 2009, c'était quelque chose, mais les compétences qu'on recherche maintenant doivent évoluer. Ça veut dire qu'on doit avoir un peu plus d'employés. Des fois, c'est un peu plus d'employés à temps partiel pour couvrir les heures à l'extérieur du bureau. Qui fait quoi? Est-ce que c'est les mêmes tâches? Est-ce qu'on regarde à réorganiser? Juste la supervision des examens à distance, c'est tout un défi. Parce que là, on se retrouve à avoir des étudiants un peu partout dans des situations où on a besoin d'un examen supervisé, donc faire des ententes avec d'autres universités, s'entraider entre institutions, ça prend une nouvelle compétence de gérer tout ça. L'orientation et la formation des nouveaux employés, quand il y a du roulement, ben comment on s'y prend? Je parlais tout à l'heure d'un guide pratique en conception pédagogique, mais c'est de bâtir des outils qui font en sorte que nos compétences pour orienter les employés sont mieux organisées. La conception pédagogique, l'accompagnement des experts, la coordination pédagogique. On parlait de contrôle de qualité. C'est quoi un contrôle de qualité? Eh bien, pour un cours en ligne, ça se fait à plusieurs étapes. Et nous, on a réalisé aussi qu'un contrôle de qualité, eh bien, c'est d'impliquer aussi souvent des gens de l'extérieur, comme on dit, des yeux nouveaux là, au projet, que ce soit des étudiants, d'autres experts, même juste entre nous, entre collègues. Je travaillais dernièrement avec le GTA et on prenait quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dans le projet, qui venait faire un contrôle de qualité. Et là, c'était merveilleux. Donc, c'est sûr que ces éléments-là semblent simples, mais
les mettre en pratique, puis de réaliser tout le bienfait de collaboration pour arriver à un projet qui est prêt à la livraison, qui a peu d'erreurs, autant techniques que pédagogiques. C'est un plus. On adopte des nouvelles technologies, et lorsqu'on adopte des nouvelles technologies, comme dernier point, bien, il s'agit aussi de bien les roder, puis les tester, et en devenir aussi un peu un expert pour bien l'expliquer, autant aux étudiants qu'aux professeurs qui vont utiliser la technologie durant la livraison d'un cours en ligne. Donc, quand vient une nouvelle technologie, bien, justement, il faut être capable de prendre le temps de voir comment elle fonctionne, les avantages, les enjeux, les défis. Le futur a été créé pour être changé, de Paulo Coelho. C'est bien vrai. Donc, méthode, quelques mots pour dire, bien, il y a toujours place à l'amélioration. Nous, ce qu'on fait à l'éducation permanente, c'est qu'on a plusieurs sondages. On évalue l'expérience des étudiants, on évalue l'expérience d'enseignement lorsque vient le temps de livraison. Puis, on évalue aussi la médiatisation d'un cours. Donc, est-ce que les étudiants sont satisfaits avec le cours en ligne? Est-ce que ça a été efficace? Ça, c'est en plus de l'évaluation administrative de l'enseignement officiel à l'université. Donc, ça fait plusieurs sondages, mais on va retirer beaucoup d'informations pour voir comment on peut s'améliorer. Il y a toujours aussi des processus à adapter, à créer, à corriger. Je dirais que la plupart de nos processus en formation à distance sont un peu vivants, donc on les garde en mouvement, puis c'est bien. Moi, je remarque que lorsque c'est trop serré, puis c'est trop répétitif, la routine embarque, c'est le temps de la changer, puis ça amène souvent là, un vent de nouveautés, de nouvelles idées. Il reste qu'il y a toujours des grandes étapes à respecter. On parle de vie, bien, un cours en ligne, j'ai l'impression que c'est vivant. Souvent, il y a des experts qui arrivent, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle avec qui j'ai travaillé, puis on mentionne, un cours en ligne, est-ce que, il y a tellement de choses à penser pour arriver qu'il soit prêt à la livraison. Bien, souvent, on vise trop la perfection. On a l'impression qu'il faut tout voir, tous les détails, qu'ils soient complétés à 100%, mais en fait, un cours en ligne, c'est vivant. Il faut créer une bonne base. Oups, excusez-moi. Et une fois que la base est créée, bien là, on peut ajouter, on peut faire vivre le cours d'année en année. Et ça donne une belle perspective. C'est une forme de méthode, une forme de structure aussi flexible pour faire avancer les projets. Comme Daniel mentionnait, en 2013, on a eu un virage numérique. Et je crois, à un moment donné, le mot accélérateur est arrivé. Puis là, je me dis, c'est quoi accélérateur? Est-ce qu'il faut peser sur le gaz, aller plus vite, faire plus de projets? Mais je pense que c'était plus une perspective d'arriver à faire des choses, mais avec justement des accélérateurs. Et qu'est-ce que c'est des accélérateurs? Bien, c'est peut-être d'utiliser des modèles existants, de réutiliser des bonnes pratiques, de montrer des exemples aux experts au début d'un projet pour pouvoir justement choisir dans des choses qu'on a déjà faites. Mais c'est aussi impliquer les gens à l'intégration du contenu. Donc, l'expert peut devenir aussi, mettre l'épaule à la roue pour intégrer lui-même son contenu. Il y a des accélérateurs comme ça qu'on a découverts, puis je vous dirais qu'au lieu de développer des cours en ligne en plusieurs mois, on a réussi, dans certains cas, à quelques mois avec des gens qui prêtaient un petit peu plus leur implication. Donc, le rôle de tous et chacun faisait en sorte qu'on pouvait manœuvrer. Il reste qu'il y a certains cours, ça nous prend encore plusieurs mois, d'autres, ça nous prend moins de temps. Donc, c'est de trouver le juste milieu dépendamment des ressources qu'on a et du financement aussi des fois. On a demandé à quelques professionnels en formation à distance ici à l'Université de Moncton, selon vous, quels sont les outils ou les méthodes de travail à privilégier pour assurer le succès du développement de cours offerts en ligne? Et là est venu de bonnes idées, rien de surprenant au niveau de la planification de projets, la gestion de la qualité, design pédagogique, les échéanciers adoptés. Ici, un mot important, adopter. Donc, il faut tous bien s'entendre sur les échéanciers, qu'ils soient bien, les attentes soient claires, qu'on soit bien en harmonie autour de ce qui est prévu. Le travail d'équipe qui est primordial. C'est la collaboration, mais en plus d'une collaboration, souvent, elle est interdisciplinaire. Donc ça ajoute souvent des défis. Donc, il faut parler, il faut écouter un petit peu le langage
des programmeurs, des graphistes, écouter un petit peu le langage des spécialistes en pédagogie, des gestionnaires. Donc, arriver à être à l'écoute de tous ces gens-là pour former une grande équipe multidisciplinaire. Et le dernier, non le moins, la relation de confiance. Je crois que dans tous les projets, c'est de bâtir une relation de confiance avec nos partenaires, les ressources. C'est peut-être une déformation professionnelle parce que mon background est en orientation, mais j'ai vite réalisé que dans les projets de développement en formation à distance, il y avait encore ce concept-là de bâtir des relations de confiance à l'intérieur, c'est pas du counseling, mais quand même entre les gens pour s'assurer qu'il y a un bon esprit de collaboration puis une bonne énergie positive. Donc, c'est revenu dans la réponse des gens, puis je trouve ça fort intéressant. En fait, je ne suis pas le seul qui est en orientation. La conceptrice pédagogique aussi, une maîtrise en orientation, donc on communique le même langage. Salut, aussi. Je de mentionner des collègues dans ma présentation de temps en temps. On arrive aux résultats. Les résultats, pour nous, bon, la gestion du changement, elle continue, elle se poursuit, mais on remarque quand même certains éléments assez concrets qui se présentent, qui sont mesurables et observables. On parle d'un taux de rétention pour nos étudiants en ligne de plus de 90 ça, c'est quand même assez important. On en est bien fiers. Il y a toujours des étudiants qui vont magasiner, qui vont s'inscrire à un cours, se désinscrire, puis s'inscrire à un autre. On essaie de bien faire nos calculs pour représenter la réalité des choses. Mais en gros, ça va bien. C'est probablement grâce à notre service d'encadrement. Je salue Daniel Curé, là, qui est le superviseur des services d'encadrement, et Justin Pelletier en arrière, qui nous aide à la technique aussi. Réduction du temps de développement des cours en ligne. Ça aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est comment réduire le temps sans non plus presser les choses. Des fois, on arrive à un moment donné qu'on voit les indices qui nous permettraient de réduire le temps. Et professeurs, chargés de cours et étudiants de plus en plus autonomes. Les collègues aussi dans l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose de bien, c'est qu'à force de roder les choses, de communiquer les bonnes pratiques, les gens deviennent autonomes, tant dans la livraison que dans la construction d'un cours. Quand on parlait d'un professeur qui pouvait intégrer lui-même son contenu, je pense, bon, on a un professeur ici, François Arsenault, qui enseigne des cours de français dans le seconde. Il me disait, je suis déjà rendu à un tel nombre de cours enseignés en ligne. Ça, c'est bien. Donc, ça crée des histoires de succès qui fait en sorte qu'à force de vivre l'expérience, on devient plus fort collectivement. En 2017, c'est maintenant, par semestre, on a une trentaine de cours qui sont offerts en ligne. Comparativement en 2009, on n'en avait pas plus que 10 par semestre. Ça, c'est nos chiffres. Je suis sûr que dans d'autres universités, c'est beaucoup plus, mais nous, quand même, c'est comme ça qu'on progresse depuis les dernières années. Et en 2020, on aura près de 10 programmes offerts entièrement en ligne. On en est bien fiers. Puis je pense que les résultats sont des signes comme quoi on est capable de progresser, mais avec une réflexion au niveau de la gestion du changement, je réalise que ça se place maintenant dans le concept que Danny a présenté. Puis, en tout dernier, j'ai pensé mettre les étudiants à l'honneur pour terminer la présentation. On a demandé à des étudiants pour vous, avant de vivre l'expérience d'un cours offert en ligne, comment est-ce que vous aviez imaginé le cours? Comment le voyez-vous maintenant? Pour plusieurs, c'est leur première expérience de cours en ligne. Pour certains, ils ont fait ça quelques fois. Et voici leur réponse. C'est intéressant parce que les étudiants vont parler de gestion du temps. Gérer le temps dans un cours en ligne, c'est complètement différent que gérer le temps dans un cours offert en classe. Je suis bien d'accord avec eux. Le travail d'équipe à distance est différent. Quoi qu'ils font aussi ça de temps en temps dans un cours offert en classe, mais en ligne, ils doivent travailler avec quelqu'un de la Nouvelle-Écosse, quelqu'un même en Afrique, quelqu'un dans une autre province, quelqu'un dans la même ville qu'eux. Donc, ça demande de réfléchir à tout ça. Les aspects humains sont limités. C'est sûr que de rencontrer quelqu'un par Skype, par vidéoconférence, c'est pas la même chose comme rencontrer quelqu'un en personne. Entre nous, je suis sûr que ça nous arrive souvent, on se voit au colloque du REFAD et on réalise, c'est bien de se voir en personne. Mais pour les étudiants en ligne, c'est le même principe. Donc, il y a quand même des aspects limitants à ce niveau-là. Lorsqu'ils font des présentations orales dans des cours en ligne, bien, ils doivent développer ces compétences-là de gérer leur présentation, préparer, justement, d'être capable de réaliser. Puis, il me parle ici aussi d'oser vivre l'expérience. Donc, dès le départ,
de savoir qu'il y a un défi à relever, mais qui sont bien entendu d'accord, capables de prendre le risque et d'oser justement vivre l'expérience. Vient à ça la motivation et la persévérance. La motivation et la persévérance, je crois qu'elle est différente encore dans un cours en ligne comparativement à un cours en salle de classe parce qu'ils doivent trouver leur repère, être capables d'être attentifs aux éléments qui pourraient les engager, qui pourraient leur donner le goût justement de poursuivre à une activité. Et c'est pas la même type d'attention qui existe en salle de classe. Semblable, mais différent. Donc, d'avoir mentionné ça, je trouvais ça intéressant qu'ils le disent. Alors, c'était les étudiants pour nous faire part de leur expérience. Puis, je vous dis à toute fin, moi puis Danny, au nom de nous deux, un gros merci. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Alors, des commentaires ou des questions? Denis, as-tu quelqu'un? Rien sur le web. Alors, les gens qui sont sur le web sont tranquilles. Ici, dans la salle, un petit commentaire, une petite question? Tout était trop clair. Bon, ben messieurs, je vais reprendre vos 5 clés.